Bonjour, on est le 22 avril 2019, 22 avril 2019, lundi de Pâques, euh, qui prolonge les 15 jours de vacances qu'on a eu, les 15 jours de jours fériés, enfin les 15 jours de congés qu'on en a eu, prolonge voilà, les vacances d'un jour en plus. Et c'est le calendrier qui est comme ceci. Bon, ici je vais voir la dilatation des gaz. Les gaz. Tout comme un solide, il peut se dilater. Un liquide peut se dilater, mais un gaz peut se dilater aussi. Bon, mais que la dilatation des gaz est presque comme les lois de dilatation de solides et liquides, mais si ce n'est que pour les gaz, on a un coefficient de dilatation constant. Et je vous rappelle, ce coefficient de dilatation constant, c'est A est égal à 1 sur 273. Voilà. Et bien sûr, on a delta V est égal à A. Généralement, les lois, c'est K fois, pour avoir la variation de longueur ou la variation de volume, hein, longueur ou volume, c'est K fois K qui dépend de la matière, du matériau, fois la variation de température, fois la longueur initiale ou le volume initial, peu importe. Ouais, si je parle en termes de volume, mais ce sera le volume initial, pardon. Et là, pour les gaz, mais le K il est constant. C'est pas comme dans les solides qui dépend, je veux dire, de la nature du matériau. Donc ici, ce sera A. Et ce fameux A, il est constant. C'est 1 sur 273. Et ce 1 273, c'est première approximation parce que la vraie réponse c'est 1 sur 273.15. Voilà, 0.15. Voilà. Et donc, la loi de dilatation des gaz, trouvée par Charles en 1787, hein, qu'on appelle la loi de Charles, loi de Charles, 1787. Bon, certains disent que c'est la loi de Gay-Lussac, mais la première loi, parce que Gay-Lussac, il a deux lois, ça serait la première, mais Gay-Lussac a publié en 1802 les travaux de Charles. Donc, cette loi-là de dilatation des gaz, bien sûr, à pression constante, eh bien, elle est propriétaire de Charles, et non pas de Gay-Lussac, qui lui a juste publié les travaux de Charles en 1802. En 1802. Donc, je vais attribuer à Charles la dilatation des gaz à pression constante. Alors, ici, ce que je vais faire ici, c'est que la loi de dilatation des gaz à pression constante, je l'ai vue, mais cette fois-ci, je vais faire généraliser cette loi particulière, hein, parce que ça, c'est une loi particulière. Je vais la généraliser sur une forme plus... voilà, la généraliser. C'est-à-dire que je vais rendre la loi plus générale. C'est-à-dire que je ne serai plus... Je ne vais plus considérer à pression constante, mais à pression variable. Voilà. Mais pour ça, je vais partir de la loi de Charles à pression constante. Mais avant ça, il faut que je fasse obligatoirement, je veux dire, passer en revue les deux lois de gaz que j'ai déjà vues parce que je vais les utiliser. Alors, la première loi des gaz, c'est la loi de Boyle-Mariotte. Il y a une deuxième loi qui est la loi de Charles et une troisième loi qui est la loi de Gay-Lussac. Et donc, Charles, n'oubliez pas que je vous ai dit qu'il y a, parfois certains l'appelaient la première loi de Gay-Lussac. Si c'est la première loi de Gay-Lussac, celle-ci sera la deuxième loi de Gay-Lussac. Voilà, mais moi, je vais attribuer non pas la première loi de Gay-Lussac et la deuxième loi de Gay-Lussac, mais ça, c'est la loi de Charles. Donc, Gay-Lussac, il n'a qu'une loi. Voilà, des gaz. Alors, en thermodynamique, il y a trois variables d'état qui dépendent d'une situation initiale et d'une situation finale et qui ne dépendent pas du chemin parcouru. Voilà. Et donc, quand on a ça, avec des variables, on a des variables d'état. Les variables d'état utilisées pour les changements d'état, pour passer d'un état solide à l'état liquide à l'état gazeux, je rappelle, bon là, ça se fait grâce, bien sûr, le gaz peut avoir une transformation, voilà, le plasma peut donner
ce qu'on appelle le plasma. Bon, mais là, c'est différent, je l'ai toujours dit, parce qu'ici, ça a à voir avec une ionisation, désionisation. Donc, ça a à voir avec l'ionisation d'un gaz, ou désionisation d'un gaz, ou ionisation d'un gaz. Donc, ceci ne m'intéresse pas, parce qu'il ne fait pas intervenir les variables d'état, pression, volume et température. Donc, pour passer d'un solide à liquide, on sait bien que c'est la fusion. De liquide à solide, c'est la solidification. De liquide à gaz, c'est la vaporisation. De gaz à liquide, c'est la liquéfaction. Là, on retrouve la sublimation de solide à gaz, sublimation inverse ou condensation de gaz à solide. Voilà. Alors, ça se fait comment? Ben, par l'action de la pression et la température. Pression, température, pression, température, pression, température, pression, température, pression, température. Voilà. Et vous reconnaissez, vous pouvez connaître, hein, je vais déjà le mettre, le diagramme des phases. Hein, diagramme des phases. Pour passer, voilà, diagramme PT, PT, diagramme des phases, voilà, ici on a le point triple d'un corps, le point triple d'un corps, c'est pas forcément, ça peut être n'importe quel corps. Hein. Alors bon, on connaît, connaissant la courbe comme ceci, mais là on sait bien qu'on a l'état solide, l'état liquide ici, l'état gazeux ici, la zone d'état gazeux qui est ici, la zone d'état liquide qui est ici, la zone d'état solide ici, et bien sûr ici c'est l'équilibre. Hein. Là on est aussi bien en pourcentage solide qu'avec un certain pourcentage de gaz, là un pourcentage de solide avec un pourcentage de liquide, et là un pourcentage de liquide avec un pourcentage de gaz. Voilà, et plus la phase se transforme, et moins on a un pourcentage de liquide. Si on passe de là à là, plus la phase se transforme, et plus on a moins de pourcentage de liquide, et plus de pourcentage de gaz pour avoir, pour finir, 100% de gaz quand on est ici. Voilà. Mais ici, c'est une courbe de saturation, on a un pourcentage liquide, un pourcentage de gaz qui va évoluer, bien sûr, avec un minimum, le pourcentage de liquide qui va diminuer au profit du pourcentage de gaz. Et ici, c'est la même chose. On a un pourcentage solide et un pourcentage liquide, avec le pourcentage solide qui va diminuer en pourcentage liquide quand on fait une transformation solide-liquide. Mais si on fait une transformation inverse, on a le pourcentage liquide qui va diminuer pour un pourcentage solide qui va augmenter. Enfin bref. Et tout ça se fait grâce aux courbes ici de pression-température. On retrouve le point triple ici. Voilà. Et là, on retrouve voilà, une pression et une température, ce qu'on appelle une température critique et une pression critique. Voilà, température critique et une pression critique. C'est-à-dire que là, quand on est au-delà de ça, je veux dire, on ne sait plus liquéfier on ne sait pas liquéfier le gaz. On ne sait plus le liquéfier parce qu'on est loin. On ne sait plus le rendre liquide. Voilà. Pour le rendre liquide, il faut être en dessous de la pression critique et de la température critique. À ce moment-là, je peux liquéfier un gaz. Voilà. Et ça, c'est le point triple, c'est-à-dire on a aussi bien les trois états, solide, liquide et gazeux, en un même point. Voilà. Et ça, chaque corps possède son point triple. Alors, ce qui veut dire par là, c'est que les transformations d'état se font grâce à deux paramètres qui sont la pression et la température. La pression, oui, la pression et la température. Donc, en fait, PVT, c'est ce qu'on appelle la variable d'état. Et donc, ceci peut être décrit par une fonction d'état qui reprenne les variables PVT. Bon, et une fonction s'écrit, enfin une équation qui s'écrit f de PVT égale 0. C'est bien une équation. Là, on a bien pour la loi de Charles, f de PVT avec, voilà, et là, f de PVT égale 0. Bon. Alors, à la différence près, c'est que on a toujours PVT pour les transformations. Bon, et Boyle-Mariotte, Boyle et Mariotte, je rappelle, Boyle c'est un anglais, Mariotte un français, en 1700, au XVIIe siècle, je crois, ou je ne me rappelle plus. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont fait une loi à température constante. La loi de Charles, c'est à pression constante. Et la loi de Gay-Lussac, c'est à volume constant. Voilà. Donc, Gay-Lussac n'a pas fait grand-chose pour trouver la loi de
la loi à volume constant, parce que, voilà, connaissant la loi de Charles, il n'a pas été très loin, il a juste recopié, il a mis tout simplement changé de variable. La variable, à la place de V, ici on aura, si vous voulez, P en fonction de T. Là, on aura P, enfin V en fonction de T. Et là, on aura P en fonction de V, je m'excuse. P en fonction de V. P en fonction de V. Et là, P en fonction de la température. Voilà. Bon, ici, ça veut dire qu'on est sur T constant. T constant. La température constante, c'est une transformation en température constante, c'est-à-dire la variation de température est nulle. On se trouve sur une isotherme. Ici, la pression est constante. On a variation de pression est nulle. Et donc, on est sur une isobare. Et là, on a un volume constant, c'est-à-dire que la variation de volume est nulle. Et on est sur une isochore. Isotherme, isobare et isochore. Voilà. Et donc, il y a d'autres transformations possibles. Ici, il y a 3 transformations par rapport à PVT. Là, en thermodynamique, il y a d'autres transformations. Voilà, parce que les variables d'état, il n'y a pas que PVT. Voilà. Il y a des autres transformations. Parce qu'il y a des autres variables d'état, qui est l'enthalpie libre, hein, l'enthalpie libre, l'entropie, l'énergie interne, etc. Il y a des autres variables d'état. Et donc, on peut faire, par exemple, une transformation à entropie constante, isentropique. Voilà, isentropique. Enthalpie constante, isenthalpique. Voilà, donc en fait, il y a d'autres transformations. Voilà. Par exemple, il y a la chaleur aussi. Ouais, mais c'est la chaleur. Voilà, il y a la chaleur. Et la chaleur, on peut faire une transformation sans échange de chaleur. Donc, adiabatique. Une transformation adiabatique. Voilà, donc il existe différents types de, je veux dire, de transformation. Pour passer, bien sûr, d'un état A à un état 2. Alors ici, comme je vais voir la loi de dilatation des gaz sous forme généralisée, hein, puisque je l'ai déjà vu de manière particulière, et je vais les écrire. Alors, la loi de Boyle-Marotte, qu'est-ce qu'elle dit? P est fonction de la... C'est plutôt le volume, je m'excuse encore une fois ici, je me suis trompé, c'est le volume qui est fonction de la pression. Le volume qui est fonction de la pression. Voilà. Donc, la loi de Boyle-Marotte, je vais dessiner, mettre les équations, mettre leur courbe. La loi de Boyle-Marotte, c'est le volume qui est fonction de la pression. Donc, cette équation, c'est PV égale constante. Et là, on a VP et on a une courbe sous forme d'hyperbole. Ça, c'est la loi de Boyle et Mariotte. Maintenant, la loi de Charles. Voilà. Ça, c'est la loi de Charles. Enfin, c'est la loi de Boyle et Mariotte. Maintenant, je vais faire la loi de Charles. La loi de Charles, c'est le volume final est égal à 273 plus la température en degrés Celsius sur 273 fois le volume initial. Voilà, ça c'est la loi de Charles. C'est la loi de dilatation des gaz. Voilà. Et ça, je vous rappelle que ça vient de VF moins VI est égal à c'est la dilatation des gaz, c'est-à-dire delta V, VF moins VI, A fois VI fois delta T. Ça vient de là.
Donc, et comme A vaut 1 sur 273, ben on peut trouver, je veux dire, cette formule-là. Comment? Ben, allez voir la vidéo où je peux vous montrer ici. Il suffit de faire VF, volume final est égal à AVI delta T plus VI. En mettant le VI en évidence, on a A delta T plus 1. Et là, je remplace le A par sa valeur qui est 1 sur 273 fois delta T plus 1 fois VI. Voilà. Donc, si je réécris ici, j'aurai VF égale A delta T plus 1 fois VI. Le A, il vaut 1 sur 273 fois delta T plus 1 fois VI, ce qui fait 273 sur delta T plus 273 fois VI. Bien là, 273 plus delta T sur 273 fois VI, et ça c'est VF. Maintenant, en choisissant judicieusement, voilà le VI, mais je peux ne plus avoir de variation de température. Comment? Eh bien, je vais choisir la température, le delta T, par rapport au 0 degré. Donc, ici, j'aurai T moins T0. Le delta T, c'est T moins T0. Voilà. Ici, le VI, ben, c'est le volume à T0. Donc, c'est V0. Et si T0 vaut 0, j'aurai T moins T0. Et T moins T0, T moins 0, T moins 0, ça fait T. Donc ici, j'ai plus de variation de température, mais j'ai T. T en degrés Celsius, bien sûr. Là, j'ai le volume initial. Maintenant, si je peux me ramener à des températures Kelvin, on sait bien que là, c'est 273 plus 0. 273 tout court, c'est 273 plus 0. Ça voudrait dire qu'ici, j'ai la température absolue en Kelvin, T, et là, T0 fois V0. Et voilà que vaut VF. Donc, VF vaut quoi? VF vaut T sur T0 fois VI, fois V0. Voilà. Et V0, c'est le volume à la température de 0 degré, et T0, c'est la température absolue à 0 degré, en Kelvin. Là, c'est en degrés Celsius, ici, c'est en Kelvin. Voilà. Bon, maintenant, quand je dis 273, c'est 273.15. Ma première approximation, j'ai dit que 273 était valable. Voilà, pour avoir un entier, un nombre entier. Bon. Donc ici, je vais jouer avec... ça, c'est la loi de Charles, qui se fait, bien sûr, vous aurez compris, à pression constante. C'est-à-dire à delta P égale constante. Et maintenant, je vais voir que ça, c'est la dilatation des gaz à température, à pression constante. Maintenant, je vais faire la dilatation des gaz à une pression variable. P n'est plus constant, mais P est variable. Donc, je vais généraliser, si vous voulez, la loi de Charles. Je ne vais plus prendre un sur une isobar, mais je vais faire en sorte que P devienne une variable et non plus une constante. Bon, et la loi de Gay-Lussac, j'en ai pas besoin ici. Hein. Je la développerai plus tard, mais elle est ressemblante à la loi de Charles. Quasiment ressemblante. Il n'a presque rien fait pour trouver la loi de Charles. Déjà, aller lui attribuer la loi de Charles à Gay-Lussac, il faut le faire. Hein. Et en plus de ça, recopier une loi qui est presque identique à la loi de Charles, il faut encore le faire. Il n'a pas fait grand-chose pour trouver la loi sa loi. Puisqu'en fait, c'est tout simplement la loi ici, mais simplement portée comme ceci, la pression et la température, et ça va répondre sous, bien sûr, ici, on a l'équation d'une droite. Hein. Donc là, pour Charles, c'est l'équation d'une droite. Équation ici de V. Donc, la loi de Boyle-Mariotte, c'est une hyperbole. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la loi de Boyle-Mariotte. D'ailleurs, je vais la mettre ici. Donc, j'aurai la loi de Boyle-Mariotte, la loi de Charles et la loi de Gay-Lussac. Et la loi de Boyle-Mariotte,
On a dit que c'était V en fonction de la pression. PV égale constante. On a une hyperbole. Là, on a le volume et là, on a la pression. La loi de Charles. Mais la loi de Charles, c'est le volume, c'est une dilatation, volume en fonction de la température. Et la loi de Gay-Lussac, ce sera la pression en fonction de la température. Autant dire que ces deux-là sont quasiment presque les mêmes. C'est ça que je vous dis que Gay-Lussac va aller rechercher juste, comme il sait bien que voilà, Gay-Lussac, c'est P en fonction de T. P en fonction de T, V en fonction de T, ouais, donc c'est juste. Donc il n'a pas fait grand chose, hein. Il a été voir le troisième paramètre de thermodynamique qui est la pression en fonction de la température. Voilà. Alors là, on connaît la loi, c'est VF est égal à 273 plus T sur 273 le tout fois V0, volume à 0. Donc ici, on aura une loi qui est comme ceci. On aura moins 273 ici, moins 273.15 si vous voulez être plus exact. On aura V0 ici et on a une droite comme ceci. Et là, on a bien sûr la température en degrés Celsius, parce que là, c'est la température en degrés Celsius, mais 273 plus T, c'est la température absolue. Hein. Si vous faites plus de 273, c'est la température absolue. Et là, vous avez V. Et là, vous avez le volume final en fonction d'une température, voilà, T. Une température T donnée, vous avez un volume final. Voilà. Et si vous augmentez la température, vous aurez, si vous voulez, un nouveau volume. Et bien sûr, ici, je suis à pression constante. Hein. C'est la même pression, je suis à pression constante. C'est une transformation isobare. Et là, vous allez avoir la même, plus ou moins la même loi pour Gay-Lussac. Hein. Mais simplement, on a PT. Avec P0 ici. Moins 273.15. Et là, on sera en volume constant. C'est-à-dire que le volume sera constant ici. Tout le long de la transformation, si je passe d'un état 1 à une température T1, à une température T2. Voilà. Tout le long voilà, tout le long du trajet, j'aurai. Voilà. Mais maintenant, si je passe de T1 à T2, voilà, T1 à T2, la transformation ne vaudra que ceci. Hein. On ne fait jamais une transformation. Ça, c'est la courbe complète de transformation de moins 273 jusqu'à une température, je veux dire, la plus haute possible. Mais si je passe par exemple de T1 à T2, ma transformation, elle est ici. Hein. N'allez pas croire qu'on utilise toujours toute la courbe. C'est des branches de courbe qu'on utilise. Hein. Ici aussi, c'est pareil. Si je fais une transformation de T1 à T2, ben, la transformation, elle est là. Voilà, elle va passer par tous ces points-là. Voilà, et ici, c'est pareil. Si vous faites une transformation d'une pression P1 à une pression P2, voilà, eh bien, là j'aurai V1, là j'aurai V2, et on va passer de ce point-là à ce point-là. La transformation ne prendra qu'une partie en soi. Elle ne prendra jamais toute la courbe. Hein. Parce qu'une transformation, on a fait une pression donnée à une pression donnée. On ne va pas de... Voilà. Voilà la transformation ici. Bon, alors pour trouver la loi de Charles à dilatation, de la dilatation des gaz généralisée, c'est-à-dire à n'importe quelle pression, hein, là j'ai une pression constante ici, mais maintenant je vais la faire à n'importe quelle pression. Pour ça, il faut que je vais passer par une loi de Boyle-Mariotte, utiliser la loi de Boyle-Mariotte et la loi de Charles. Voilà. Donc je n'ai pas besoin ici de la loi de Gay-Lussac. C'est ça que je veux dire. Eh bien, on va regarder après ça, mais pour ça j'ai besoin d'abord de la loi de Charles. La loi de Charles, pour une transformation, si vous voulez, de deux états, hein, d'un gaz. Un gaz, donc on rappelle la loi de Charles. La loi de Charles, c'est VF est égal à 273 plus T sur 273 fois V0. Mais je rappelle que 273 plus T, c'est la température absolue. Donc j'aurai VF est égal à T, et ça c'est la température absolue à 0 degré fois V0. Donc c'est par rapport à un volume de référence à 0 degré Celsius. Bon, maintenant, si je passe d'un état 1, le gaz va passer, enfin quand je dis si je passe, ça ne se dit pas, mais si le gaz
le gaz passe d'un état 1 à un état 2, ou d'une situation, si vous voulez, initiale à une situation finale. Là, j'aurai P1, V1, T1, et là, une situation P2, V2, T2. Je fais une transformation ici à pression constante, c'est-à-dire que P1, ici P2 égale P1. P2 égale P1, puisque c'est une transformation isobare. Voilà, transformation isobare. Donc ici, je vais faire en sorte que j'ai une transformation isobare, mais passage d'un volume V1 à un volume V2, et d'une température T1 à une température T2, mais ce sont les températures absolues, c'est-à-dire en Kelvin. Et je rappelle que ici, on a bien une proportionnalité, contrairement ici. Hein. Là, on n'est pas proportionnel à la température T. Par contre, là, on est vraiment proportionnel à la température Kelvin. Le volume est proportionnel à la température Kelvin. Donc, cette loi s'écrit VF sur T est égal à V0 sur T0. Enfin, inversement proportionnel. Hein. Il est inversement... ça, c'est la loi de... Le volume... Ça, c'est la loi de Charles. Charles, c'est une droite. Donc, si c'est une droite, ouais, il est proportionnel à la température Kelvin. Le volume est proportionnel à la température Kelvin. Voilà. Alors, pourquoi ça? On va regarder tout de suite pourquoi. Mais si je mets la loi ici, à pression constante, là on a moins 273,15, pour être plus exact. Là on a V0, là on a le volume, et là la température. Alors la loi c'est VF est égal à 273 plus T sur 273 fois V0. En d'autres termes, je pourrais écrire ça, c'est 1 plus T sur 273 fois V0. Voilà. Ce qui veut dire que j'ai V0 plus T sur 273 fois V0. Donc, je peux écrire aussi que c'est V0 sur 273 fois T plus V0. Voilà. Bon, ici, l'ordonnée à l'origine, c'est V0. Il est là. Si T vaut 0, température de 0 degré Celsius, ben, T fois V0 sur 273 vaut 0. Et il me restera V0. Donc, l'ordonnée à l'origine V0. Maintenant, si T, ça c'est pour T égale 0. Maintenant, si V vaut 0, si V vaut 0, j'aurai VF j'aurai VF 273 VF est égal à 273 plus T, le tout fois le volume de 0. Volume à 0.
Enfin, ici, si le volume vaut 0, le volume final vaut 0, si VF vaut 0, si ceci vaut 0, j'aurai, voilà, si le volume final vaut 0, cette équation-là va devenir V0 sur 273 fois T plus V0 égale à 0. Ce qui veut dire que j'aurai V0 sur 273 fois T est égal à moins V0. Je fais passer le V0 de l'autre côté, je simplifie les V0 et on va voir T égale moins 1 sur 273. Donc, j'aurai un volume final qui vaut 0 pour une température de moins 273,15. Ouais, ça c'est la première approximation, mais si je le veux avec plus de précision, c'est 273,15. Voilà. Donc vous voyez que l'allure de l'équation donnée en température en degrés Celsius, voilà, c'est VF est égal à quoi 273 plus T, tout sur 273 fois V0. Et vous comprendrez que le coefficient angulaire vaut V0 sur 273 fois T plus V0. Voilà. Donc le coefficient angulaire, il est donné par V0 sur 273. Voilà le coefficient angulaire, V0 sur 273. Voilà, ça c'est le coefficient angulaire. Et donc c'est une loi non proportionnelle. Puisqu'en fait je rajoute quelque chose. Pour la rendre proportionnelle, ben, il faut que je décale l'axe ici. Donc l'axe ici des volumes, je le déplace ici. Et là, ici j'ai une température Celsius, ici, degrés Celsius. J'ai une température en degrés Celsius ici. Je prends un marqueur noir parce que je suis embêté par les marqueurs. Hein. Quand ça n'écrit pas, je veux dire, on voit de moins en moins. Et pour la compréhension, c'est plus délicat. Voilà, donc ici, ce que je disais, c'est qu'on va déplacer cet axe-là. Je vais le mettre ici. Et là, pour la température en Celsius, on comprend qu'on a le 0 ici, une échelle positive et une échelle négative. Bon, mais l'échelle négative pose des problèmes. Hein. En thermodynamique, elle pose des problèmes. Voilà. Ça, c'est déjà une chose. Alors, rien de tel que de décaler tout et d'avoir le 0 ici. Comme ça, j'ai toute des températures positives qu'on appelle le Kelvin. Des degrés Kelvin. Voilà, le Kelvin. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que là, j'ai plus déjà de négatif. Et en plus de ça, le moins 273,15 ne sera jamais, je veux dire, accessible. On approchera, on pourra être très proche de moins 273,15, mais jamais l'atteindre. Donc si on ne l'atteint pas, c'est qu'on n'aura jamais le 0 Kelvin. Et donc quand j'aurai une division par 0, j'aurai pas de division par 0, parce qu'on ne sera pas approché le 0 Kelvin. Donc c'est déjà une deuxième astuce. Déjà de 1, ça m'enlève les nombres négatifs. Et deuxièmement, ben, je veux dire, comme on n'approche pas le 0, ça m'arrange, comme ça j'aurai pas de division par 0. Si je devais avoir la température absolue au dénominateur. Et donc t divisé par 0, j'aurai jamais. Parce qu'on ne sait pas approcher le 0 Kelvin. Enfin, on peut approcher le 0 Kelvin, mais on ne sait pas l'atteindre. Voilà. Donc ça, c'était une limite physique qu'on ne sait pas atteindre. Donc fatalement, si on ne sait pas l'atteindre, ben, ça m'arrange pour les équations, puisque une température au dénominateur, ben, on ne peut pas diviser par 0. Et ça m'arrange parce qu'on ne peut pas atteindre
ne peut pas avoir 0. Donc tout ça, c'est parfait. Et en plus de ça, là, l'équation, elle est transformée. L'équation, là, on a directement une équation proportionnelle. Alors que là, dans ce graphique-là, elle n'était pas proportionnelle parce que j'avais plus V0. Par contre, ici, j'ai VF est égal à quoi? T sur T0 fois V0. Là, on a une équation proportionnelle. Voilà. Alors que là, elle n'est pas proportionnelle. Alors, ça, c'est une chose. Sachant ceci, on a rendu la loi la loi volume en fonction de la température par, je veux dire, une proportionnalité, par une loi proportionnelle. Alors, maintenant revenons ici. Sachant qu'on a rendu la loi proportionnelle ici, mais le volume va passer d'un état à un état. La pression, elle reste isobare, hein, parce que c'est une transformation, une dilatation. C'est une loi de Charles, c'est une dilatation. Voilà. Donc la pression va rester P1, bien que j'ai P2, mais ça va être P1. Là, GV1 va devenir V2 et T1 va devenir T2. Voilà. Alors pour ça, comment on calcule ceci? Eh bien, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ici, ça dépend de V0 hein, et T0. Donc il faut que je vais avoir V1 est égal à quoi? Transformation du gaz par rapport à T0, par rapport à V0. Et V2, ce sera toujours, ici c'est T1, T2 par rapport à T0 et V0. Donc maintenant, si je fais le rapport des volumes, j'aurai V1 sur V2 est égal à T1 sur T0 sur T2 sur T0, V0 sur V0. Bon, les V0 vont tomber. Et il va rester T1 sur T2 fois T0 sur T0. Et ceci va tomber. Donc, V1 sur V2 est égal à T1 sur T2. V1 sur V2 est égal à T1 sur T2. Alors, donc, la loi de Charles, pour une transformation d'un état 1 à un état 2, aura V1 sur V2 est égal à T1 sur T2. Le rapport des volumes est égal au rapport des températures absolues. Le rapport des volumes est égal au rapport des températures absolues. Bon, mais maintenant, ça c'est à pression constante. Maintenant, je vais faire la loi de Charles à volume constant. Mais pour ça, il faut que je fasse deux transformations. Donc, je dois passer d'un état 1 à un état 2. J'aurai P1, V1, T1. Je dois aller vers P2, V2, T2. Bon. Alors pour ça, je ne vais pas faire directement les deux transformations en une fois. Je vais d'abord passer par une transformation quelle transformation je vais le faire à température constante, d'abord. Donc, je vais faire une loi PV égale constante, mais à température constante, d'abord, c'est-à-dire au travers d'une isotherme. Par une isotherme, je vais passer par une situation intermédiaire. Donc, si je maintiens la température constante, T1 reste T1. V1, il va passer par un volume intermédiaire V1'. Ça, c'est une situation, si vous voulez, intermédiaire. Et ça, c'est l'état 2, l'état final. Situation finale, situation initiale, situation intermédiaire. Voilà. Et la pression va passer de P1 à directement la pression P2 que je veux. Maintenant, j'ai ma pression P2. J'ai ma pression P2. Voilà. Donc là, j'ai fait une transformation isotherme. Donc, la loi de Boyle-Mariotte. C'est-à-dire que j'ai fait P1 V1 est égal à P2 V1'. Voilà, à température constante. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une transformation de Charles. C'est-à-dire volume en fonction de la température. Donc le volume va changer. Donc ce qui n'a pas changé, je répète ici, c'est la transformation isotherme
à pression constante. Ouais, isotherme à température constante, je m'excuse. Transformation isotherme à température constante, c'est-à-dire que c'est ça qui n'a pas changé. Maintenant, je vais faire une loi de Charles, c'est-à-dire que le volume en fonction de la température, le volume en fonction de la température qui va changer, mais la pression va rester cette fois-ci, elle, constante. Et donc, de toute façon, j'ai ma pression P2, je l'ai. Hein. Ma pression finale, je l'ai. Voilà. Le gaz là, c'est plutôt le gaz là, c'est pas à chaque fois que je dis je, mais c'est le gaz là. Voilà. Mais ça veut dire, dans ma logique, j'ai obtenu la pression P2. Ça, quand je dis je l'ai, c'est ça que ça veut dire. Quand je dis je l'ai, c'est que dans ma logique, j'ai réussi à trouver la pression P2, mais c'est le gaz qui est arrivé à sa pression, bien sûr, P2. Quand vous comprenez, quand je dis je, vous comprenez ce que je veux dire. Je l'ai, ça veut dire que j'ai obtenu le résultat. Bon, mais ici on a pression constante, c'est une transformation isobare. Là, c'est une vraie transformation isobare de Charles. Voilà, mais j'ai fait une transformation de Boyle-Mariotte. Donc, dans la finalité de toute la transformation, je n'ai pas une transformation purement de Charles à pression constante, puisque j'ai fait varier ma pression ici, j'ai une transformation de Boyle-Mariotte. Donc, fatalement, là, j'ai du Charles à pression constante, mais avec du Boyle-Mariotte à pression variable. Donc, j'ai bien fait une transformation, si vous voulez, finale à pression variable. J'aurai du Charles à pression variable, si vous voulez. Mais du Charles combiné avec du Boyle-Mariotte. Hein. Parce que j'ai pas du Charles pur. Hein, parce que le Charles pur, la loi des gaz de Charles pur, c'est à pression constante, au travers d'une isobare. Donc, pour avoir une loi de Charles généralisée, il faut que j'incorpore la loi de Boyle-Mariotte. Pour avoir une loi de Charles généralisée à pression variable. Et si j'ai bien la pression variable, P1, P2. Mais si j'ai une loi de Charles pure, P2, P2, là j'ai une pression, au total j'ai une loi à pression variable, P1, P2. Mais là c'est P2, P2. Donc il faut que je passe par ça pour une loi de Boyle-Mariotte, c'est-à-dire à température constante avant d'avoir, je veux dire, la transformation, je veux dire. Voilà. Et là, la loi, elle est connue ici, transformation d'état, je vais de la faire. Je vais de la calculer. Je dis que V1' sur T1 est égal à V2 sur T2. Et donc maintenant, si je compte le V1', il vaut quoi? D'après la transformation de Boyle-Mariotte, V1' vaudra P1 V1 sur P1 V1 sur P2. P1 V1 sur P2. Donc, connaissant V1', ce qui est une situation intermédiaire, mais je vais le remplacer ici. Donc, ici, je peux écrire que V2, ce qui m'intéresse, c'est V2. Hein. V2 sur T2 est égal à V1' sur T1. Donc, V1', je viens de le calculer. C'est P1 V1 sur P2, le tout, bien sûr, ne pas oublier ce T1 là, c'est ceci. Donc, si j'écris ceci, la loi de Charles généralisée, c'est-à-dire qui incorpore ces deux-ci, c'est pour cette raison tout à l'heure que je vous avais dit, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de la loi de Gay-Lussac. Voilà, et on va trouver qu'est-ce que ça fait. Donc, si je réécris V2 sur T2 est égal à P1 V1 sur P2 sur T1. P1 V1 P2 T1 et là on a V2 sur T1. Et donc j'ai ceci. Maintenant le T2 je le fais passer de l'autre côté. V2 est égal à P1 P2
T2 sur T1 fois V1. Et si vous voulez encore en température degrés Celsius, vous aurez 273,15 plus T2 sur 273,15 plus T1. Voilà, T1, T2 sont en degrés Celsius là, fois V1. Voilà. Et grâce à ça, maintenant, on va faire les transformations. Donc on a P1, P2, T2, T1. Donc voilà. On a V2, V1, 1 pour les pressions, 1 au-dessus et 2 en bas. Donc si je réécris ça, V2 est égal à P1 sur P2 fois T2 sur T1 fois volume 1. Voilà. Et je répète, voilà. Si je remets en température Celsius, fois 273,15 plus T2 sur 273,15 plus T1 fois V1. Voilà. Là, il est en degrés. Là, il est en température absolue, en Kelvin. Et là, en degrés Celsius. Ouais, pour les graphiques, j'ai besoin de la température Celsius si je le dessine à partir d'ici. Mais si je le dessine, si je remets un graphique comme ça, je vais utiliser la température absolue. Mais ici, je vais utiliser la température en degrés Celsius. Donc, l'axe, il est ici, il n'est pas là. Donc là, j'ai le volume. Là, j'ai V0, moins 273,15. Et ici, on a la transformation de Charles à pression constante. Bon, alors, ici, on voit bien que c'est une loi généralisée. Pourquoi? Parce que si je fais P1 égale P2, eh bien, ceci, ça fera 1. Ça fera 1. Et je vais me retrouver avec ceci. 273,15 plus T2. Et là, on voit tout de suite que ce sera, on aura V2 égale à quoi? 273,15 plus T2 sur 273,15 plus T1 fois V1. Le volume, c'est 273,15 plus T2 sur 273,15 plus T2. Et ceci vaudra 1, puisque P1 vaut P2, P1 divisé par P2 vaut 1. Et on a ceci, ce qui veut dire qu'on aura V2 est égal à T2 sur T1 fois V1, et on retrouve la loi de Charles à pression constante. Voilà. À pression, on retrouve la loi particulière de Charles à pression constante. Mais maintenant, ça c'est la loi de Charles, si vous voulez. Ceci, c'est la loi de Charles à pression variable. Voilà, c'est la loi de Charles à pression variable. Quand P1 est différent de P2. Voilà. Donc, quand P1 est différent de P2, j'ai la loi de Charles à pression variable. Bon, la loi de Charles à pression variable, on a eu besoin, bien sûr, de la loi de Boyle-Mariotte. Hein. C'est une combinaison de la loi de Charles et de Boyle-Mariotte. Je ne sais pas si on a vu ce qui était écrit ici, parce que... Enfin, un peu plus... Tout ça pour vous dire qu'ici, si P1 égale P2, parce que je ne sais pas s'il était écrit, hein, je vais le remarquer ici. Si P1 égale P2, qu'est-ce qu'on a? On a V2 égale 273,15 plus T2 sur 273,15 plus T1 fois V1. Et donc ça, c'est T2 en
température absolue, c'est T2. T2 sur T1. Et ça, c'est la loi de Charles à pression constante. Et ici, on ne voit pas le V2. Je m'excuse, mais j'ai un mauvais cadrage au niveau... Voilà. Et ça, c'est V2. Voilà. V2 est égal à T2 sur T1 fois V1. Et ça, c'est la loi de Charles particulière. Et ça, c'est la loi de Charles, si vous voulez, généralisée. Ouais, loi de Charles avec les températures absolues. Hein. Sinon, j'ai 273. Ça, c'est la loi de Charles généralisée avec les températures absolues. Mais si je veux mettre en degrés Celsius, c'est 273,15 plus T2 quand on passe d'un état 2 à un état 1. 273,15 plus T1. Fois V1. Voilà, et ça, c'est la loi de Charles particulière. Ça, c'est la loi de Charles généralisée. Généralisée, bien sûr, qu'il y a eu le besoin de la loi de Boyle-Mariotte. Ici, j'ai besoin de Boyle-Mariotte. Pour celle-ci, pour la généraliser, j'ai besoin de Boyle-Mariotte. Parce que la véritable loi de Charles, c'est la pression constante. Donc, quand je dis P, c'est particulière. Hein. C'est la loi de Charles particulière, la loi de Charles générale. Là, c'est la pression constante, ça, c'est la pression variable. Et on le voit tout de suite que c'est une pression P1 par rapport à une pression P2. Voilà, maintenant, on va discuter sur ça. Sur la loi de Charles. Là, on connaît la loi. La pression est maintenue constante toute la transformation. Je peux avoir qu'un bout de transformation. Hein. Bon. Ayant un bout de transformation, je peux avoir la transformation complète. Voilà, qui va de moins 273,15 à une température aussi grande soit-elle. Bon, maintenant, je vois la loi généralisée sous différentes pressions. Parce que ça, c'est la pression constante. Donc la pression, elle est maintenue constante tout le long de la transformation. Si je diminue la température ou si j'augmente la température, bien sûr, hein, peu importe. Je peux augmenter la température ou diminuer la température. Voilà. La transformation ne change pas. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pour une pression donnée. P1 égale P2, par exemple. Donc, on a la transformation de la loi de Charles ici pour une pression donnée. Alors, voyons voir la loi de Charles généralisée. Si je prends une pression P2 par rapport à une pression de référence P1 et un volume de référence V1, eh bien, si j'augmente la pression P2, ici P2 va devenir très grand, j'augmente la pression, mais le rapport P1 sur P2 sera, si j'ai quelque chose de grand en dessous, le rapport sera inversement proportionnel, c'est-à-dire plus petit. Et s'il est plus petit, ça veut dire que si je multiplie, au départ, j'avais une certaine pression P1 fois un volume 1 me donnait un volume 2. Maintenant, si je diminue si j'augmente la pression, ben, le rapport, ici le rapport va être plus petit. Donc vous multipliez un nombre plus petit par V1, ben, V2 sera plus petit. Donc le V2 qui était ici, si j'augmente la pression, je me retrouve avec un V2 qui est ici. Un V2 plus petit. Plus petit, si je prends une pression plus grande. Plus grand. Ouais, le V2 il est plus petit. Le V2 il est plus petit. Donc je vais me retrouver avec un volume V2 plus petit. Voilà. Pour une pression P2 plus grande. Donc je vais me retrouver avec une courbe qui serait là. Voilà. Donc là j'aurais par exemple une pression P1 égale à P2. Là, une pression P2 supérieure à P1.
et ainsi de suite. Donc, si je peux augmenter la pression, plus j'augmente la pression, bien sûr, la pression P2, elle est la même partout. Hein. La pression ici, P1, elle est la même partout. Voilà. Et là, si je prends une pression P3 plus grande que P2, ben, la pression P3 est la même partout, mais la courbe, là, si vous voulez, coefficient angulaire, il s'est rabaissé. Bon. C'est-à-dire qu'ici, on va dans la zone des P1, on a P2 plus grand que P1, P3 plus grand. Donc, on va vers les hautes pressions ici. Par là, dans ce sens-là, on va vers les hautes pressions. Bon, maintenant, supposons que P2 par rapport à P1 ici avait diminué, mais le rapport serait agrandi. Donc, le volume V2 par rapport serait devenu plus petit par rapport à une pression. Non, elle serait devenu. Si je diminue la pression par rapport à P1 ici, je fais un P2, une évolution de pression P2 par rapport à une pression. Je prends un P4 ici, un P4. P4, T4. Si je prends une pression P4 par rapport à P1, je diminue cette pression, mais le rapport inverse, il va être plus grand. Donc ça veut dire que si le rapport inverse est plus grand par rapport à l'ancien volume V2 par rapport à P1, volume V2 par rapport à P1, pour une température bien sûr T1, là j'avais une température T1, une pression P1, donc pour V1 donné à une température T1, pour une température T4, je vais avoir un volume V4, mais si j'identifie par rapport à V2, le V4 va être comment? Non, ça à pression variable. Hein, donc, ouais. Donc si je diminue la pression, le rapport ici il sera plus grand, parce que c'est inversement proportionnel. Voilà, il sera plus grand. Donc V1 multiplié par quelque chose de plus grand, mais le volume va devenir plus grand. Voilà, le volume va devenir plus grand. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça veut dire que si je prends une pression P4, P4 qui est plus petit que P1, P4 est plus petit que le P1 ici, mais le volume, si vous voulez, le volume va être plus grand. Voilà, donc si on avait un certain volume ici, V2, mais si je fais une transformation à pression P4 plus petit que P1, j'aurai un volume plus grand. Voilà, on aura un volume plus grand, c'est ça que ça veut dire. Voilà, donc en fait ici, là-bas, si vous voulez, si je continue comme ça, je diminue la pression en cours, je diminue la pression, voilà. Eh bien, par là, on va aller vers les zones de basse pression. Voilà. Donc par là, on va vers les zones de haute pression, par là, vers les zones de basse pression. Et ça, si j'avais pris une pression P5 plus petit que P4, P6 plus petit que P5, etc. Bon, maintenant, à la limite, qu'est-ce que ça va donner à la limite? À la limite, si la pression devient infinie,
si je monte dans la haute pression, si la pression devient infinie, j'ai P1 sur l'infini, ce qui fait 0, 0 fois V1, mais le volume sera nul. Voilà. Voilà. Mais c'est un cas extrême, on n'aura jamais ça. Non. Voilà. Le volume sera nul. À pression infinie, le volume sera nul. À pression infinie, le volume sera nul. Si j'augmente la pression, on a le coefficient angulaire qui diminue jusqu'à un certain point à extrême, ou si on a une pression infinie, hein, le volume sera nul. Maintenant, au contraire, si je diminue la pression à un point tel que j'arrive à 0. J'ai P1 sur 0, ce qui fait l'infini. L'infini fois quelque chose, ça fait l'infini. Donc on aura, si vous voulez, on aura ceci. Le coefficient angulaire va se surélever jusqu'à arriver à ce point-là. Donc, au cas extrême, si P est nul, on a un volume, si vous voulez, qui est infini. Et là, volume infini, avec une température constante, qui vaut au moins 273,15. Voilà. Donc on va passer, si vous voulez, d'une pression 0, de l'infini, une pression infinie à une pression nulle, mais le volume va passer d'un volume infini à un volume nul. Donc voilà, ça prouve bien ici qu'on va avoir une diminution de volume. Pour une pression qui va augmenter, mais le volume va diminuer. Pour une pression qui va augmenter, le volume va diminuer. Et ça, on le retrouve où? On le retrouve dans les courbes. Si je fais une transformation comme ceci, P et T, voilà, solide, liquide, gaz. Si je fais une transformation isotherme, mais je peux passer, si je suis une température, une pression là, donnée P1, une température fixe ici, constante, mais pour changer d'état, ici je suis gazeux, à ce point-là, si je veux changer d'état, je vais augmenter la pression P2, de P1 à P2, et là je vais passer de gaz à liquide. Maintenant, ça c'est une transformation isotherme. Donc j'ai changé d'état par une transformation isotherme. Donc on peut changer d'état par une transformation isotherme, c'est-à-dire à température constante, mais je fais varier la pression. Donc un delta P et une température fixe peut faire changer d'état si je dépasse les courbes bien sûr de saturation. Bon, maintenant, à pression constante, si je maintiens la pression fixe ici, ici j'ai une pression fixe, là j'ai une pression fixe, eh bien pour changer d'état, pas pour une pression fixe, je peux changer d'état comment? Mais supposons que je suis ici en solide, pour aller en liquide, mais je vais augmenter la température. Donc je vais passer d'une température T1 à une température T2. Donc, ça c'est une transformation isobare, parce que c'est à pression constante. Donc, je fais une variation de température en maintenant la pression
fixe, eh bien, j'ai un changement d'état. Donc le changement d'état peut dépendre soit de la pression ou de la température. Voilà. Alors maintenant, ici, si je passe par exemple de liquide à solide, de liquide à solide, ou tout simplement, ici, je fais juste une diminution de pression. Je diminue, euh, de pression. Par exemple, si je diminue de pression, si je diminue la pression, ça c'est le point triple, hein. Si je diminue la pression, à température constante, si je fais une transformation comme ça, je viens de dire que si je diminue la pression, delta P négatif, je diminue la pression, bien la variation de volume sera positif. D'après ce que je viens de dire. D'après ce que je viens de dire que dans la courbe que j'ai déjà effacée, que j'aurais dû pas effacer, voilà. Si on passe en haute pression, si j'augmente la pression, ben, le volume diminue. Si j'augmente la pression, ben, le volume diminue. Et ça, c'est une transformation, je veux dire, qui est à pression variable, hein. C'est la dilatation des gaz à pression variable. Donc ici, quand on va augmenter la pression, ben, la variation de volume sera négative. Et quand on va faire l'inverse, diminution de pression, la variation de volume sera positive. Bien sûr, c'est un diagramme PT. Voilà, je vous remercie.